you also have to remember he was a championship bodybuilder of University of Miami. Yeah, he was a championship. He was huge. He was huge before it was huge to be huge. I know. He was much bigger than you. Oh, much bigger. He didn't work out at the gym. No, it didn't work out at all. But it was a mental thing. He couldn't lose to me. It was impossible. And that destroyed him. You were there. Am I right? Yeah. He had a nervous breakdown. He never went to a gym again. He was the Greek god of the University of Miami campus. Greek god of the university. That was his. He was. Wherever we went. Blonde hair. And by the way, not a bad guy. Not a bad guy. But it just was what I was arm wrestling for a different reason. I was like, he thought this is like a joke. So I try to incorporate that into a fella who's not that big, but he's just ferocious. Kind of like a Mike Tyson, where you make up for the size with the ferocity. It's all about what's at stake. What is your motivation? Are you fighting to eat? If I don't win, do I get deported? Something like that. I mean, what are the stakes? Quite often the stakes, I just want to be champ. Not good enough. I can't relate to it. The audience can't relate to it. So when Rocky goes in there, in his first one, his goal is just to be not another bum from the neighborhood. I just want to be able to stand up. I just want to be standing at the end of my life saying, I did it. And everybody wants that. No one expects everybody, I'm going to be this, I'm going to be a genius, I'm going to, invent a new light bulb, I'm going to walk on the moon. No. I just want to be able to stand at the end of my life and say, yeah, raised my kids, did this, pay my taxes. I lived a decent life. And I left something behind, which is dignity. Period. Because without dignity, without that sense of self, you better break every mirror in the house. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 11. Cette semaine, émission filmée sa légende, vieilles icônes et républicains humanistes. Nos idoles du cinéma américain retravaillent leurs propres mythes, ne jamais rien lâcher et combattre dans la dignité. Ici aussi, comme Balboa, on boxe avec les mots, débite nos critiques sur le beat, le poison coule à flot. Il coule à flot, notre flot fait swinguer la foule, si le ciné part en couille, on lui prête nos boules. Arsenic. Exactement. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard. J'en connais rien. L'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, via donc cette citation du formidable et légendaire groupe de rap français Arsenic. Donc nous allons parler de deux films à propos de nos amis cinéastes américains humanistes qui aiment bien se filmer. Donc nous allons parler du nouveau film de notre Clintounet d'amour, donc Crime Macho, qui est sorti il y a 2 semaines de ça. Et après nous parlerons du remontage par Sylvester Stallone himself de un de ses chefs-d'œuvre de 1985, donc de Rocky IV, là, Rocky versus Drago, qui est disponible sur Amazon. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À ma droite, du haut de son 1m90, tout en poil, en queue de cheval et en férocité, il y a le docteur Erwan. Bonsoir. Bonsoir. Docteur. Avec nous aussi, dans le coin droite, également prêt à cogner avec ses mots, il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir, et j'ai pas le droit à une hola. Oh, merci. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a le roi des beatmaking, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'est le programme des forces en présence. Donc, avant de passer à la section critique de cette émission, les informations locales, nationales, agenda, tout ça et compagnie. Un petit rattrapage de la semaine dernière, donc puisque c'est un peu la section anniversaire. Mercredi dernier, c'était l'anniversaire de notre chroniqueur préféré, l'anniversaire de Zach Floret. Eh oui.
qui vient de fêter ses 2 ans. Et oui. Exactement, tout va bien. Bon anniversaire à lui. Exactement. Le temps passe vite. Le temps passe vite, il est en pleine forme. Ah oui. Là, en ce moment, il est en bonne forme. Et aujourd'hui, un autre anniversaire, un petit qui cette fois a 1 an, c'est l'anniversaire de Elie Bonheur. Nous lui souhaitons un très très bon anniversaire. Oui, Putain, 1 an il a déjà. déjà- Oh là là. Bon anniversaire aussi. Un an Le déjà. temps passe vite. Effectivement. Et donc, pour fêter un petit peu l'anniversaire du petit Elie, on peut le dire, ce sera mis sur la page de l'émission. Il y a le mixtape spécial hommage et vieux conisme de ma part, hein, déjà une mixtape de parmi les meilleures chansons du monde, évidemment. Le vieux conisme n'attend pas. Pour l'instant, on reste assez soft. Hein. On ira plus tard sur le métal et le hardcore quand il sera plus vieux. Mais pour l'instant, on fait quand même assez soft. Hein. Voilà. Allons-y progressivement. Allons-y progressivement. Pas trop Faut de pas, faut violence. pas nous d'un coup. braquer non plus, quoi. Non, c'est ça. Agenda local. Demain au Tambour, soirée, c'est chaud. Avec 2 films. C'est le nom de la soirée, hein, c'est chaud. Hein. C'est pas moi. Mais il y a un hein, point d'exclamation. Oui, Il exactement. y en a plusieurs ou il y en a un seul Ah, il y en a un seul. D'accord, parce que non, c'est chaud. C'est chaud. Plutôt que c'est chaud. Wow. Parce que c'est plutôt 3 points, ça. quand Car même. comme disait Raymond DeVos, the show must go on. Donc à 18h, vous aurez le plaisir de voir French Cancan de Jean Renoir. Et à 20h30, un beau double programme. Donc c'est le Showgirls de Paul Verhoeven avec son chef-d'œuvre maudit de 1995 d'ailleurs. Très grand film. Hein. Ça va être en tout cas un beau double programme si vous aimez les jolis costumes et les femmes qui dansent. Préparez le bromure, par contre. Oui, c'est ça, exactement. Autre information locale, ce jeudi à l'Arvor, dans le cadre des rendez-vous de Clair Obscur à 20h15, vous aurez le plaisir de voir en salle, parce que pour le coup il n'est pas sorti à Rennes, le documentaire consacré à Shane McGowan, Crock of Gold, réalisé par Julian Temple, dont on avait parlé en début d'année. Donc excellent documentaire sur le chanteur irlandais des Pogs. Donc voilà, à 20h15. Et sinon, dans les sorties nationales, plusieurs choses cette semaine qui vont intéresser au moins chacun des membres de cette émission. C'est incroyable. Pour Justine, il y a House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott, donc quand même 1 mois et demi après son dernier duel. Hein. Ça dure presque 3 heures, hein, je vous le rappelle quand même. J'ai hâte. Hein. Mais donc voilà. Pour le docteur, car il aime bien les piou-piou et les jeux vidéo, il y a le reboot de la saga Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Oui, qui a l'air un peu moins mauvais, enfin qui a l'air en tout cas mieux fichu que voilà. Je pense que scénaristiquement c'est mauvais, mais ça a l'air un peu mieux fichu que voilà, pour les gens voilà, qui aiment les que piou-piou. notre série avec Mila Jovovich. Oui, pour Qui moi, rigolote quand même, hein, mais pour moi, car je suis une Kyra Forever, il y a le biopic de NTM Suprême, donc qui sort demain aussi. Il y a un nouveau Disney Encanto avec des gens qui chantent et qui font de la magie en Colombie. Et il y a De son vivant, le nouveau film de Emmanuel Berco avec Benoît Magimel qui a l'air d'avoir arrêté la drogue mais continué l'alcool. Et sinon, pour Thibaut, donc, car c'est un mélomane, il y a exceptionnellement cette semaine au cinéma Zaz, le concert unique au cinéma. parfait. Voilà, ça te rappellera ta jeunesse, tout ça. C'est... Ta jeunesse militante. Oui, ta jeunesse Aux jeunesses socialistes. Au moins. Aux socialistes. Au moins ça, oui. Donc voilà, en tout cas, un beau programme. Hein. On Oui. parlera de quelques-unes, pas forcément. Ah, si, peut-être du Ridley Scott la semaine prochaine. Justine nous en parlera avec des étoiles dans les yeux. Si vous aimez les chiffons, les meurtres, la drogue, la violence et les drames familiaux. Voilà, et nous parlerons Tout ce qu'on aussi- aime, tout ce qu'on aime. Exactement. Nous parlerons aussi de deux autres petites choses qui sont sorties dernièrement, les documentaires sur Orelsan, le dernier film de Jean-Gabriel Perriot, et ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Vous avez peut-être des informations à faire passer, des envies, des désirs, des choses qui vous donnent envie au cinéma en ce moment. Pas le film de Zaz, du coup. Pas Enfin, le film de son- Zaz, non. Je le Dommage, laisse à c'était Thibaut. le film principal de la semaine prochaine, mais bon. Je me sacrifierai pas. Ah bon Non. C'est dommage. Non, non, non. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission et donc on retourne vers le vieux West et les vieux en écoutant tout de suite évidemment une de nos plus grandes icônes qui va nous chanter la rose mexicaine. Ouais, jeudi, vendredi, donc je peux pas aller. S'il vous plaît, oui, vous Pardon. êtes bien dans En Voilà, attendant ouais. Godard sur Syllab et Ouais, donc bon, c'était on cause entre nous, on cause entre Clint nous. Eastwood avec Mexicali Rose, donc pendant que des gens parlent de leur peur sur l'avenir des transmusicales Et voilà, de c'est cette ça, année. le masque voilà. et tout ça, quoi. Voilà, tout ça, le masque. Est-ce qu'il y aura de l'alcool? Est-ce qu'on pourra se Mais droguer? est-ce que je peux penser un peu à moi aussi? Est-ce que, Oh là hein, là. parce que ça va. Enfin, À propos de penser à lui, justement, donc le dernier film de Clint Eastwood, Crime Macho, qui sort enfin en France 2 mois après sa sortie américaine. Et croyez-moi que j'ai résisté à l'envie de le télécharger il y a 2 mois pour le regarder chez moi. Et non, par respect pour Clint, par tradition, j'ai attendu patiemment la sortie en salle donc de ce nouveau long métrage, donc Crime Macho, qui est basé sur un bouquin de 1975 de N. Richard Nash et qui avait été
Il y a eu plusieurs projets d'adaptation dès l'époque de sa sortie, des projets avec Burt Reynolds, avec Burt Lancaster, avec Schwarzenegger, avec Clint déjà au début des années 90. Et étonnamment, c'est un film qui n'avait jamais réussi à se monter visiblement jusqu'à cette année. Quand Clint, à l'âge vénérable de 91 ans, un an après son dernier film, à l'heure où nous parlons, il a d'ailleurs probablement déjà torché un film sans qu'on soit au courant, ça ne nous étonnerait pas, donc sort ce nouveau film qui le met une fois de plus en vedette 3 ans après La Mule. Et donc de quoi que ça parle, Crime Macho, eh bien ça parle d'un ancien entraîneur et acteur, on va dire, de rodéo, donc qui est joué par Clint lui-même, qui est mis à la porte par son patron, qui est joué par un chanteur de country très très famous là-bas aux États-Unis d'Amérique, mais bon, évidemment, comme tous les chanteurs de country des 30 dernières années, on ne le connaît pas du tout, à part qu'il est connu pour porter des jeans très très serrés, c'est même ce qui fait sa marque de fabrique à ce mec-là, donc j'ai totalement oublié le nom, mais j'ai vu dans des documentaires de Ken Burns sur la country qui sont super, hein, que je recommande par ailleurs, et donc il se fait virer, donc bah du coup il est un peu triste, il vivote dans une petite vie de merde, et un jour cet ancien patron lui dit qu'il a un peu genre une dette envers lui quand même, donc de filer au Mexique et de récupérer son gosse qu'il n'a jamais vu, dont il ne s'est jamais vraiment occupé, qui sera apparemment aux mains d'une femme absolument abominable, et donc il faut le sortir de ce guêpier car il a vachement envie de revoir ce gosse, et donc Clint va récupérer le gosse, ils partent sur la route et ils se perdent dans le désert du Mexique pendant que des voyous, des hommes de main les traquent plus ou moins mollement, on va Parce dire. que vu comment tu racontes ça, on a l'impression que c'est un film d'action. Oui, quoi. plus Alors ou moins que pas du mollement. tout. Et donc c'est une nouvelle fois l'occasion pour Clint de faire peut-être une des choses qu'il fait le mieux, c'est-à-dire filmer sa propre légende, filmer son propre mythe cinématographique qui maintenant a quand même plus de 50 ans, depuis son début dans les années 60, donc ça fait beaucoup plus que 50 ans en fait, et notamment depuis qu'il est... Comme réel, c'est 50 ans, pile poil. Comme réel, c'est 50 ans, qui a un frisson dans la nuit. Frisson dans la nuit, 71, 71, exactement, donc 50 ans pile poil de génie cinématographique derrière et devant la caméra, nous pouvons le dire, parce qu'effectivement dans cette émission, quand même, historiquement, nous sommes des autoristes eastwoodiens assez forcenés, nous avons toujours trouvé des qualités, parfois peut-être un peu trop, dans certains de ces films assez faiblards, mais néanmoins très intéressants par la figure eastwoodienne, par les figures eastwoodiennes qui sont convoquées, hein, même dans des choses comme J. Edgar, dans Au-delà ou dans le 15h17 pour Paris. Créance de sang. C'est bien Créance Mais de ouais, sang. c'est C'est bien, bien de Créance sang. de sang. Attention. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais c'est Non, pas mal c'est quand pas ce même. qu'il a fait de mieux, mais Clint ressortait le shotgun à 70 ans passés. Il le faisait très bien. C'était écrit par Brian. Firefox, l'arme absolue. Alors, Un écoute, peu plus difficile à défendre. oui, mais il y a des La bonnes sanction, choses à faire. un peu plus C'est difficile. bien la sanction. Un peu plus difficile à défendre Même aussi. si c'est un peu bizarre parce que tu vois le cul de Eastwood dans la sanction, t'as pas l'habitude. Qu'est-ce que Oui, ouais, c'est l'impression de voir le cul de ton père. Oui, c'est ça, c'est un peu, bizarre. c'est un peu étrange. Un peu Et bah bizarre. là, au lieu de voir notre père, nous avons un peu l'impression de voir notre grand-père, puisque donc, comme je le disais, Clint balade sa carcasse d'un homme de 90 ans qui va faire tomber toutes les femmes qui lui passent sous la main, de manière un peu improbable et assez étonnante, parce que Clint a clairement 30 ans de trop en fait pour faire ce rôle-là. Donc il y a plein de choses qui peuvent tomber dans le ridicule, qui paraissent gros parce qu'il y a des plot holes, mais c'est même pas des trous narratifs, là c'est genre carrément c'est Jean-Michel, on s'en bat les couilles quoi. Et pourtant, étonnamment, je trouve qu'il y a plein de choses qui marchent et qui sont extrêmement émouvantes et qui tiennent presque uniquement justement grâce à la persona de Clint par rapport à au mythe que lui-même est devenu par rapport au cinéma américain et qui fonctionne extrêmement bien. Même si clairement le personnage est beaucoup trop vieux, on le voit faire du rodéo alors que pendant tout le film, il marche le dos voûté comme un papy. Et c'est un des aspects les plus passionnants du film, c'est comment est-ce que Clint se filme et se représente et se replace constamment dans les mythes et les formes du cinéma américain. Et là, on a vraiment l'impression qu'il filme son corps comme si c'était une ruine. Et donc, c'est un des rares cas où c'est un corps de cinéma qu'on a pu voir. Une belle ruine. Une belle ruine, évidemment, une belle ruine. Hein. C'est genre... un truc un petit peu comme le Colisée, tu vois, c'est pas non plus genre Pompée ou des trucs qui est tout foutu en l'air, quoi. C'est un peu classe, quoi. On a quand même des trucs à voir, quoi. Et donc c'est ça, je trouve, l'aspect le plus intéressant et le plus beau finalement du film, parce que s'il avait pris un autre acteur vieux, on va dire, pour faire ce film-là, ça n'aurait, je trouve, pas du tout marché. Pire s'il avait fait du de-aging. Oui, voilà. Ce qu'il aurait pu faire. Hein. Alors que là, maintenant, comme c'est un corps de cinéma qu'on a vu évoluer depuis plus de 60 ans à peu près, depuis qu'il avait 25 ans jusqu'à maintenant, ce qui est quand même un des exemples assez rares, sauf à part peut-être 2 ou 3 acteurs enfants qui ont évolué et qui ont vécu vieux, comme Dean Stockwell qui est mort
il y a quelques semaines. Là, c'est quand même un exemple et un cas assez rare. Et je trouve que ça participe à la beauté du film, malgré justement de nombreux aspects assez ridicules, des choses assez lâches, parfois en termes de mise en scène et en termes de direction d'acteur. Le gamin, par exemple, il joue vraiment comme la reine des pelles, quoi. Alors qu'à côté, il y a plein de beaux personnages, notamment le personnage on va dire, de la mère qui rencontre dans un petit village du Mexique, et ce qui donne tout le cœur et toute la partie centrale du film, qui est clairement la plus réussie, après une mise en place un peu molle et foncièrement pas super passionnante et qui rassure pas trop sur le devenir du film, et une fin qui est clairement bâclée. Et il y a tout un cœur du film pendant 45 minutes où je trouve que finalement tout part, et puis ça s'envole avec des choses extrêmement simples, avec plein de petits détails, avec une scène de danse que je trouve très belle, avec des scènes de repas avec la famille, où là pour le coup il y a le vrai côté 100% eastwoodien qui ressort et qui fait, je trouve, toute la patine et tout l'intérêt du film. Les Eastwoodiens autour de cette salle, donc nous avons clairement Monsieur Fleuret, il y a Justine qui était moins convaincue peut-être par ce dernier cru eastwoodien. Commençons par vous, ma chère. Oui, alors peu convaincue, c'est... D'accord, merci. Alors. Voilà. Non, alors je sais très bien où je mets les pieds en venant dans cette émission. Je ne suis pas du tout eastwoodienne, vraiment pas. On a tous nos défauts. Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était vraiment un film, pour le dire gentiment, embarrassant. Dès le début, déjà, j'ai senti le décalage que j'allais avoir avec les Eastwoodiens, pour les nommer ainsi. Je savais directement que le film n'allait pas vraiment me toucher, puisque je ne voyais que les ficelles et que le côté grotesque. En fait, la première scène dans laquelle on voit Clint, donc je crois que c'est Michael dans le film, on le voit arriver là, tel un bel étalon, dans une belle voiture, voilà, arriver chez son boss. Donc déjà là il y a un parti pris de mise en scène où on veut le mettre un peu sur un piédestal, on comprend très vite il s'iconise. Exactement, bah ça de toute façon il s'idolâtrise même, ça devient une icône, une idole. Et donc on le voit là déambuler, je me suis dit bon pourquoi pas, je comprends déjà tout de suite qu'il est en train de mettre un pied dans un espèce de film pseudo-testamentaire où il a envie de se créer une énorme aura. Et en fait juste après on voit donc un échange qu'il a avec son boss qui le vire. Je comprends pas vraiment pourquoi. Il y a un an qui se passe et là son boss revient, il est déjà dans sa maison et il lui dit oui Miko, tu vas aller me chercher mon fils au Mexique. Et là je comprends pas en fait l'écart au niveau du scénario, l'espèce de trou béant qu'il y a entre les deux. Je me dis mais comment on peut faire ça en fait, comment on est capable de produire un discours, en tout cas une histoire qui est si peu intelligente. Je me dis bon ça part très mal, et en fait tout le reste du film m'a confirmé mon idée de départ, où j'étais vraiment embarrassée par le film, où j'ai trouvé que le côté grotesque emportait bien plus le côté sensible et émouvant. Et je regrette un peu ça. Je regrette en fait tous ces défauts scénaristiques, tous ces écarts qu'il y a d'un plan à l'autre, toute sa volonté de cacher un peu la misère à chaque plan. En plus, il faut venir des fois à enfoncer des portes ouvertes, mais tu l'as déjà dit, le gamin qui suit, qui est quand même une atrocité. Je sais pas où il l'a dégoté, mais je veux dire, on s'appelle Clint Eastwood. Je pense que les choix de casting. Un des points forts des films de Clint, quand même, souvent, c'est que tout le monde joue bien. Quoi. Oui, et surtout les gamins. Ouais. Je veux dire, il en a fait jouer des gamins. Dans le monde parfait, ou ce genre de choses. Et là, je me dis, c'est encore déconnecté. Et il y a un moment où j'ai quand même senti un basculement. Donc, on est vraiment bien plus tard dans le film, où il est du coup dans le restaurant de la deuxième femme qu'il rencontre, la deuxième mexicaine dont il tombe un petit peu Martha, oui. Et dont il tombe un peu en amour. Et donc là il a affaire à des d'ailleurs. Oui, pour le coup il y a aucun problème. Mais bon, elle a 35 ans de moins que lui et elle tombe sous son charme. Ans, ce qui déjà en termes de standard hollywoodien est beaucoup plus vieux que la moyenne, mais l'écart avec Clint fait qu'en fait c'est le même écart que d'habitude entre les rôles masculins et les rôles féminins. Mais elle a directement eu les étoiles dans les yeux dès qu'elle l'a vu. Bon, moi c'est pareil, quand je vois Clint j'ai eu des étoiles dans les yeux. C'est pas vraiment mon cas. Plus maintenant, je le préfère chez Don Siegel dans les années 60. Mais là il est du coup attablé avec des gamines, une gamine qui est sourde. Et là, je le vois en fait effectuer des gestes qui sont beaucoup plus simples, dans une certaine forme de pudeur. La caméra cherche pas à montrer quoi que ce soit. Ça, je me suis dit, voilà quelque chose de sensible, quelque chose de beau en fait. Où là, il a capté en fait l'écart qui le met, qu'il place beaucoup plus loin que cette petite gamine qui a, 6 ans à peine, qui est sourde,
et lui qui a 90 balais et qui comprend en fait les ravages qu'il y a eu sur son corps, pourtant il est encore capable de s'exprimer aux enfants. Là je me suis dit voilà en fait le cœur du film, et je pense que ce qu'il a vraiment cherché à faire, c'est essayer de se filmer, tu le dis justement, comme une ruine, comme un fantôme qui passe, qui est passé, avec quelque chose d'extrêmement passéiste. Il y a même un moment où Raph, l'enfant de son ex-boss qui va chercher au Mexique, lui dit mais en fait toi t'es trop vieux pour faire ça, ne le fais plus, il y a que les jeunes qui peuvent le faire. En fait il y a toujours une dynamique, une volonté de montrer la vieillesse qui passe, et je trouve que souvent, très souvent dans le film, ça passe à côté, ce qui fait que j'ai pas du tout, à aucun moment, été émue, et je le regrette parce que je pense que c'était là la clé de lecture et la bonne appréhension du film. Et du coup, comme moi je suis pas eastwoodienne pour un sou, je me suis trouvée complètement en dehors en fait de tout ce pataquès un peu grotesque, mal fichu, mal écrit. D'autant que ce même genre de discours était déjà quand même était à l'œuvre dans La Mule, mais de manière beaucoup mieux écrite, beaucoup plus consciente, et puis beaucoup plus tendre aussi du coup, quoi. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu comme une redite de La Mule en mode mineur, comme Clint aime bien faire souvent des films un peu mineurs, un peu plus légers, qui sont vraiment presque pour ses fans tous, quoi. Mais même Thibaut, même sur le corps vieillissant de Clint, alors je vois très bien la figure fantôme. Moi aussi je considère, alors je suis un grand admirateur de Clint Eastwood, mais même je considère ce film là comme mineur, faut peut-être pas chercher aussi trop de qualité là où il y en a pas. Certes le film a des qualités, mais même en termes de corps vieillissant, il avait déjà fait ça dans Impitoyable au final, donc rien de nouveau sous l'horizon. Ça fait 30 ans à peu près à chaque fois qu'il filme qu'il retravaille cette figure-là. Mais j'ai bien aimé cette représentation, guerre, comme le dit Justine, cette représentation pudique du corps vieillissant, c'est-à-dire qu'il va pas en faire des pataquès avec utilisation du gros plan sur ses mains vieillissantes, ou même sur des activités que son corps ne peut plus faire. C'est-à-dire qu'il y a un moment de dressage de chevaux, il arrive encore à dresser des chevaux, parce que de toute façon Clint Eastwood ou le personnage eastwoodien reste un professionnel, et que dans tous les cas il va arriver à réaliser son activité. Mais je trouve que cette pudeur est bienvenue, parce que de toute façon il a déjà représenté le corps vieillissant, le corps westernien vieillissant, donc il a rien, en termes de discours il n'a plus grand chose à dire. Mais ici ce côté un petit peu fantomatique, ce côté limite quasi zombie, je trouve que ça va bien au film, et ça rentre bien dans cette lignée crépusculaire, voilà, que Clint développe depuis. Clint n'est plus très très optimiste dans l'absolu, mais je trouve que cette figure un petit peu fantomatique où on exclut le gros plan, je trouve que ça rentre bien dans la couleur, dans la globalité crépusculaire du film, qui cherche pas à en faire trop, qui n'en fait certes pas assez du coup, parce que comme le dit Justine, ou comme tu l'as dit Thomas, le scénar, voilà, c'est pas la joie, mais voilà, il y a une couleur englobante qui fait que le film arrive quand même à susciter. Moi j'ai eu quelques points d'émotion, mais voilà, on est loin bien entendu des grands films eastwoodiens. Voilà, c'est un film mineur. Après le Richard Jewell et après La Mule, qui sont deux très bons crus eastwoodiens. Il fallait peut-être pas trop en attendre de ce cry macho qui, moi je trouve que le titre est pas super en fait, même. Voilà. Du bouquin déjà. Parce que macho en gros c'est le coq de combat qui est élevé par Raph. Donc voilà, néanmoins autour de ça il y a quand même des très belles scènes, toute la partie au Mexique qui est intéressante. Et puis voilà, pour revenir sur le côté crépusculaire, il y a un côté très, j'ai l'impression qu'il cite littéralement Peckinpah à ce niveau-là, où en fait fuck off les États-Unis, nous. C'est un immigré à l'envers en fait. Moi je vais rester au Mexique, et en fait c'est au Mexique que finalement la vie se passe, et je trouve que c'était intéressant dans le contexte américain actuel de proposer cette variation. Ça m'a fait penser aussi au Rambo 5 de Stallone, qui est pas réalisé par Stallone, mais c'est pas où il y a toute une échappée au Mexique, où c'est pas pour un peu tous les vieux cowboys, c'est un peu la fuite, c'est de retourner au Mexique, retourner un espace entre guillemets un petit peu sauvage, du capitalisme américain, mais c'est un truc qui effectivement est assez prégnant dans les films de Seagal, dans les films de Peckinpah, tout ça, c'est un genre des tropes du western un peu crépusculaire. Ouais. Mais dans l'absolu, voilà, on convoque Peckinpah, on convoque Impitoyable, mais rien de nouveau, voilà, sous la figure eastwoodienne. Docteur. Bah oui, alors effectivement, oui, c'est un film qui est absolument cousu de fil blanc en termes d'un point de vue scénaristique, mais comment dire,
Moi en fait, je me rends compte que j'en suis au point en fait où juste voir Clint Eastwood me suffit en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est même que ça raconte quelque chose ou que ça raconte rien. J'en ai vraiment plus rien à cirer. D'ailleurs, comme lui, ça m'est totalement égal. C'est-à-dire que si le scénario est bien, très bien, bah, ça fera un bon Clint Eastwood. Et puis si le scénario est pas bien, bah, c'est pas grave, il y a Clint Eastwood quand même. Par exemple, moi je trouve que justement quand on parle d'émotion, pour moi les moments d'émotion que j'ai ressentis dans le film viennent pas du tout du scénario. Les moments d'émotion viennent justement de la manière dont il se filme. Et on peut trouver ça parfaitement agaçant, et ça je le comprends tout à fait, hein, mais n'empêche que moi je trouve qu'il y a des moments dans le film où voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est marrant parce que de ce point de vue-là c'est un film qui est presque représentatif de sa carrière, c'est-à-dire à chaque fois que tu te dis oh là là mais ouais quand même hein, Clint Eastwood va falloir partir à la retraite maintenant papy quoi. Et en fait il y a toujours un moment dans le film, il y a plusieurs moments dans ce film-là en fait où c'est stupide hein, mais même si ça dure que 30 secondes il te rappelle qui c'est le patron quoi, pour pas que tu oublies quand même quoi, que voilà c'est que t'es bien gentil mais que tu vas bien fermer ta petite gueule quoi, tu vois, parce que tu crois à chaque fois tu te dis ouais papy ça va c'est bon, et en fait moi par exemple il y a un plan qui est super, mais qui est presque un des franchement quand je vois à côté de tu vois, pour moi dans ce plan là ce plan dans Cry Macho il est mieux que tout Nomadland, tu vois, en termes de photos quoi. C'est ce plan où il se couche, voilà, il se couche à la première nuit au Mexique, il se couche, il y a la moitié de l'écran qui est noir, il y a le sommet avec juste l'heure magique, et il disparaît dans le noir et tout. Enfin, moi je trouve ça formidable quoi. Enfin moi franchement, et alors que justement, tu vois, j'ai plus d'émotion dans un film de Clint Eastwood qui est pas très bon, mais où il fait cette image là, que dans tout Nomadland où je me suis quand même un peu fait chier quand même, je dois dire, malgré Frances McDormand, malgré la photo très belle, malgré tout, et en même temps je me disais quelque part là aussi rien de nouveau, j'apprends rien de plus que j'ai pas vu dans des films dans des films sur le départ, sur la marginalité, etc. Et c'est vrai que par exemple il y a un autre plan il y a une autre scène pour moi qui est la meilleure scène du film, c'est la scène où dans l'église où il fait sa confession. Et putain, pareil, quoi. Enfin, moi, je trouve super image, quoi. Enfin, il joue, par exemple, il fait un truc très bien dans le film, c'est qu'il joue du chapeau. Moi, j'adore quand Clint, il joue du chapeau. Très beau chapeau. C'est-à-dire, il a le très joli et le pire, c'est que ça veut toujours, et c'est ça, contrairement à ce qu'on pense, ça veut toujours dire quelque chose. Ça veut toujours dire quelque chose. Et dans Cry Macho, c'est tous les moments où il y a des moments comme ça où il a son chapeau baissé, on voit pas ses yeux, et on sent que ce sont des moments d'hésitation pour le personnage. C'est des moments où il doit choisir s'il doit dire la vérité, mentir à l'autre personnage, enfin où il se rend compte qu'il a fait une erreur et il sait pas comment il va se rattraper. Voilà, c'est toujours des moments qui correspondent à des moments de doute en fait dans le personnage. Et il y a cette scène de confession là où il est allongé dans l'église, où on voit pas ses yeux, où il y a le chapeau comme ça sur ses yeux, on voit juste sa bouche, et il joue tout à la bouche quoi, il joue tout à la bouche. Et ça pour moi c'est vraiment le signe d'un putain de grand acteur, c'est-à-dire un mec il a juste besoin de sa bouche pour être Clint quoi. Il n'a même plus besoin de son corps en fait, il a juste besoin de sa bouche, il a même plus besoin de ses yeux. C'est-à-dire qu'en plus il cache ce qui est quand même son capital artistique, qui sont ses yeux quand même, et il les cache, et il y a juste une petite larme qui coule. Enfin moi j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé ça très beau. Et les scènes au Mexique, dès qu'il s'arrête en fait, dès que le road movie cesse d'être un road movie, je trouve qu'en fait le film décolle vraiment. Même si effectivement son conjoint mexicain reste assez mauvais quand même d'un bout à l'autre du film. Finalement, au bout d'un moment, moi, quelque part, il disparaît complètement, en fait, ce gamin, parce qu'en fait, Clint Eastwood, effectivement, prend le pas. Il y a une scène, par exemple, qui est superbe, qui m'a fait, je suis désolé, moi, qui m'a fait rire, c'est la scène avec les flics mexicains. Voilà, où il les insulte en anglais, il passe son temps à les insulter en anglais, je veux dire, voilà, il y a plein de jeux, par exemple, sur la langue, sur le fait, tu vois, et ça, c'est intéressant, sur le fait que lui, il comprend pas l'espagnol, mais quand il rencontre la fille dans le bar, elle parle espagnol, lui il parle anglais, ils se comprennent pas, et pourtant ils se comprennent, tu vois. Et comment est-ce que les sentiments, comment est-ce que voilà, on comprend quand on veut comprendre en fait, quand on est intéressé par le fait de comprendre l'autre et qu'on n'a pas besoin finalement de langage pour arriver à communiquer quoi. Et je trouve toutes ces scènes avec dans la cantina là, toutes ces scènes là, moi je trouve sont très très jolies. La scène avec les petites gamines, voilà. Et c'est vrai que presque, et alors c'est intéressant parce que le film on vient presque à nous, à anticiper ce qu'on est en train de penser du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les personnages doivent partir. Et moi je me disais ah non mais vous barrez pas, restez dans le village, moi je veux voir d'autres scènes, il y a pas d'autres, le shérif, j'ai envie de savoir qui c'est, est-ce que le chien est-ce qu'il va mieux le chien, enfin est-ce que le gros cochon noir il va bien, enfin tu vois. Et en fait c'est ça le truc, c'est là je me dis mais Clint, t'es vraiment un enfoiré parce que t'arrives même dans un film qui est honnêtement et pas génial, et qui je pense est relativement oubliable par rapport à d'autres Clint Eastwood, même là-dedans je trouve que alors sans doute parce que je suis un peu une fixette aussi sur Clint Eastwood, et je le conviens sans problème, mais
C'est ça le truc, c'est que en fait, il y a des moments, je trouve qu'en 30 secondes ou en 1 minute, il fait plus de cinoche que dans des films entiers, en fait. Et là, malheureusement, moi, je peux que m'incliner, quoi, face à ça. C'est-à-dire que on peut, voilà, pour moi, il y a des moments, moi, quand il part du village, j'étais un peu triste, ça m'a passé un peu le cœur. Alors, je veux dire, et c'est là que je me disais, mais t'es vraiment, tu te fais avoir par un papy de 91 ans, mais t'as pas honte, quoi. Tu te fais encore avoir par du Clint Eastwood, alors qu'effectivement, il y a rien de neuf. Il y a rien de neuf. Il y a zéro, c'est un film. Mais c'est agréable. Ouais, mais tu vois même dès l'ouverture du film, musique country, feuille automnale, voiture des années 60 qui roule sur une route. Ben moi ça y est, j'étais sur des rails. Le mec il pouvait me raconter les pages jaunes, c'était bon, quoi. Comme quoi on a quand même des plaisirs simples. Non mais voilà, et c'était et puis moi je suis toujours tellement content de voir des films où il y a pas de smartphone, quoi. C'est de savoir qu'il y a au moins un espace de 1h44 dans ma vie où il y a pas de smartphone, quoi. Tu vois, où personne n'a de smartphone, quoi. Et ça, de temps en temps, ça me fait du bien aussi, personnellement. Ce côté rétro. Ouais, ce côté vieux con, en fait. Ce côté vieille merde. C'était vieille merde. Donc vous l'avez compris, c'est le dernier chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Enfin, chef-d'œuvre. Mais par contre, je comprends complètement ce que tu dis, hein, Justine. Moi, je suis d'accord. On va dire, je suis d'accord avec 95% avec toi. Je suis pas d'accord parce que mon 5% d'amour de cœur de Clint Eastwood fait que ça recouvre sur les 95 autres %. Mais moi, je trouve que tu dis juste. Voilà. Sauf que Clint Eastwood est génial, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est ça le problème, quoi. C'est ça. Donc voilà, Clint Eastwood prend le pas sur les mauvais aspects d'un film. Ouais. J'attendrai son prochain film testamentaire du coup pour mais en fait, changer de on bord fait un des peu. films testamentaires depuis 40 ans. Mais ça pour moi, je pense que cette histoire de testamentaire, pour moi, ça c'est un truc de la critique. Hein. Je pense pas que ce soit un truc. Enfin, moi, je pense pas que. Alors, c'est crépusculaire. Mais ça fait depuis impitoyable que c'est crépusculaire. Clint ne pense qu'il va pas mourir, donc du coup il est... Et moi justement au contraire, pour moi, je dirais à chaque fois que je le vois, moi j'ai une espèce de contentement, quoi. Il joue là-dessus quand même. Ah mais bien sûr, mais c'est son capital de toute façon en tant qu'acteur depuis le début de sa carrière. Il a toujours joué sur son corps, il a toujours joué sur le vieillissement de son corps, penser au plein pouvoir, penser impitoyable. Ou sur le corps qu'en prend plein la gueule, les proies, tout ça. Voilà, ou le corps qu'en prend plein la gueule. Enfin voilà, mais ça reste un des derniers corps, moi je trouve un des derniers corps vraiment fascinant. Ouais, voilà, moi je reste assez hypnotisé par ce corps-là, quoi. Et par cette main là, cette scène où il y a juste sa grosse main toute vieille qui prend la main de la petite gamine. Bah pareil, moi ça m'a serré le cœur parce que tu vois, je sais pas quoi, t'as tout et même cette espèce de phrase à la con, je suis désolé, j'en finis, hein, mais même cette espèce de phrase à la con, espèce de truc de morale à la con qui sort à la fin en disant qu'en vieillissant on croit qu'on comprend tout quand on est jeune, puis après on se rend compte qu'on comprend. Mais oui, c'est con comme un balai. Mais en fait, quand c'est Clint qui le dit, je dis bah ouais, t'as carrément raison. C'est là que je me rends compte, je me fais carrément, je me fais totalement avoir par cette vieille carne de Clint Eastwood, mais je l'aime quand même. Ouais. Pareil, donc voilà, si vous êtes quelqu'un de normal et que vous aimez Clint Eastwood, donc voilà, allez, vous allez voir A Crime Macho. C'est quand même pour les fans, hein. C'est quand même pour les fans de Clint, hein, quand même, précisons bien. Mais nous sommes légion, nous sommes beaucoup, ça devrait aller. C'est nous qui allons gagner les élections en 2022, de toute façon. Exactement, Clint Eastwood le prochain président. Voilà. Donc, Crime Macho de Clint fucking Eastwood, donc actuellement en salle, et dans toutes les bonnes crèmeries. Et on va continuer sur un mythe américain qui sait presque aussi mieux que personne filmer sa propre légende et filmer son propre corps. Et chez Eastwood, comme chez Stallone, il est question d'une chose, c'est la dignité. Is there any point in your long career you go, you know, I'm really hurt, I gotta back off this? No. Why? I don't know. It's just something about just doing it. Just saying I did it. I never planned to be an action actor, and it just never entered my mind. I had always been more into dramatics. The first plays I ever did were always, you know, the classics, and then you go into Death of a Salesman and Eugene O'Neill, and you know, we'd start going to existential comedy like Ionesco, and so on. So even some by Camus. Even did the only play by Picasso, which was very odd. Desire Caught by the Tail. Somehow I got into action by accident. When I read the screenplay for First Blood, I thought, Jesus, this is a no-brainer. This is real pathos. Action, when it's done properly, is modern mythology. Well, through the teachings of Joseph Campbell, every society deals in mythology, and that's the way I approached it. And then the die was cast because I liked it. I really liked it because it translated
into different mediums. I think sometimes I did too many and didn't go back and forth because I enjoyed doing films like Copland too. I feel very comfortable doing films like that. So a lot of the Rockies I tried to make dramatic, like Rocky 1, Rocky 2, the last Rocky Balboa, Creed. There's a lot of drama in there. Yes, but it's not a sports film. It's a drama. It's a drama. So you don't consider any of the Rocky sports films? Not even close. No. And this one here is very unique because the fourth one is introduces character in a different way, Drago, more modern, more mechanical, more driven by music and montage rather than actual having him do scenes, long, laborious, verbal scenes. He's so visual, you don't need for him to speak a lot. The less he speaks, the more mysterious. So I said, okay, how do I handle this dilemma? Because I'd written a lot of dialogue for him. A lot of dialogue. He was not shy. He was outspoken. He was intelligent. I said, wow, every time he talks, he diminishes his mystique. So how do I keep the mystique? Montage. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Sylvester Stallone qui nous parlait de sa vision de la mise en scène de l'action. Comme il dit, l'action c'est la mythologie moderne, et de mythologie moderne il va en être question donc à l'occasion de la disponibilité sur Amazon donc de son remontage de son film de 1985, donc Rocky IV, Rocky versus Drago, donc un film, on revient à un film assez compliqué. Alors non, docteur. Ou en tout cas intéressant sur beaucoup d'aspects. On va pas dire que l'intrigue est compliquée non plus. Non, mais donc, tout est dans le titre. Hein. Voilà. Rocky versus Drago. Quoi. Voilà, donc les États-Unis. Featuring Dead Apollo. Voilà. Donc son film de 1985 donc, et les Rocky dans la carrière de Stallone, tous les films sont on va dire, à un moment T le reflet, la réflexion on va dire qu'a Sylvester Stallone sur sa propre vie, sur ses échecs et sur ses succès on va dire. Et donc en 1985 donc Sly est au top de son game en termes commercial. Il est over the top. Il est over the top, effectivement, très bon film de Melanie Golan, un film sur le bras de fer et les routiers. Et les casquettes. Bah, évidemment c'est les routiers. Film sous-estimé. C'est pas si mal. C'est très bien. Et donc je disais, tous les Rocky sont le reflet de sa carrière, les galères, les succès. Et donc là, il est vraiment au top avant de retomber donc au fond du trou avec à l'époque de Rocky 5 et le début du retour en grâce en 2006 avec le magnifique Rocky Balboa. Et donc, effectivement, c'est un film qui, à l'époque de sa sortie, mettait tous les potards du film réganien à 11. Donc, vraiment, Amérique contre Russie, on va les niquer ces putains de Ruskov, on va mettre des robots, on va faire des blagues à chier, ça va être le spectacle total. Et donc, était vraiment un peu... Living in America, voilà, exactement. de James Brown dans la VO. Super morceau, et super moment dans le film, d'ailleurs. James Brown au cinéma, c'est pas si souvent. En chair et en cri. En chair en sueur. Et donc Sly avait décidé pour les 35 ans du film, et oui déjà, donc de retravailler le montage. Effectivement, ce remontage du film qui ajoute 38 minutes de film supplémentaires. La durée est à peu près la même que le montage original parce qu'il a aussi jarté énormément de scènes, notamment donc les scènes avec le robot, beaucoup de scènes avec Polly, beaucoup de trucs un peu plus, on va dire, qui étaient un peu plus gras du cul, qui faisaient aussi le sel du film à l'époque, ce côté vraiment excessif, ce film côté, à voir en VF, ce côté vulgaire, ce côté clinquant, ce côté vraiment beaucoup trop too much et un peu touchy, on va dire, en termes politiques. Alors que là, justement, avec il y avait un beau message d'humanisme à la fin quand même. Si j'ai changé, c'est que tout le monde peut changer, c'est que vous pouvez changer. Ce qui a été repris par Sarkozy d'ailleurs, j'ai changé. Oui, c'est vrai, exactement. Et donc avec ce remontage-là, le film pour le coup se glisse un peu plus dans les thématiques et les formes visuelles du reste de la saga. Donc ce qu'il perd en vulgarité propre aux années 80, on va dire, il le gagne en subtilité et, oserais-je le dire, en philosophie stallonienne justement, parce que c'est quand même des choses qu'il a beaucoup traversé tout au fil de sa carrière, que ce soit dans les Rocky, dans ses propres réalisations comme La Taverne de l'Irlandais, non pas la Taverne de l'Enfer, dans Fist,
de Norman J. Wilson. Pas dans Staying Alive. Non, non. Mais dans le Tu me Copland, rassures. par exemple, de Mangold, tout ça, ou plusieurs choses qu'il avait essayé de travailler, ou comme il le disait, peut-être de manière un peu excessive. Demolition Man, À l'époque de Cobra, donc le chef-d'œuvre réalisé par George Pancosmatos, ce flic, donc Cobra, Marion Cobretti, je le rappelle, quand même un personnage tellement viril qu'il a un prénom de femme. Donc il disait, c'est Bruce Springsteen avec un badge. Bon, effectivement, Stallone est un personnage éminemment springsteenien, on peut dire, même si dans Cobra, c'est clairement pas le plus probant, peut-être un peu plus dans des choses comme Copland ou comme dans les Rocky, justement, où il y a ça, on va dire, cette même vision de l'Americana, cette dimension prolétaire voilà, aussi. c'est le côté prolétaire, le côté du travailleur américain, et qu'il a justement, avec ce remontage de Rocky IV, il retravaille dans des scènes beaucoup plus intimistes. Notamment, il y a beaucoup plus le personnage de Adrian, qui est joué par Talia Shire, qui est beaucoup plus présente dans le film que dans le montage original. Donc il y a beaucoup plus de ces moments intimistes et sur ces moments sur la solitude du personnage après la mort de Apollo Creed à la fin du premier tiers du film, justement, et comment est-ce qu'il va retravailler cette question-là. Donc c'est beaucoup plus proche, je pense, de ce qui est Sly maintenant que ce qu'il était à l'époque, ce qui en fait un objet de remontage assez fascinant. Et au milieu de ça, il va mettre donc 2 grosses scènes de combat qu'il a entièrement refaites, qu'il a entièrement remontées, et qui effectivement, en termes de filmage de l'action, en termes d'impact des coups sur les corps, est quand même assez impressionnant, parce que dans toutes ces mises en scène, il a vraiment un véritable sens de l'action qui est hyper efficace. J'ai revu l'autre jour John Rambo, donc le quatrième Rambo. C'est un monument de barbarie sur grand écran. C'est les films hollywoodiens les plus violents que j'ai jamais vus. C'est un film hollywoodien qui ressemble à un film italien des années 70. Ça ressemble à un film bis de Castellari, mais avec plus ça. De thunes et des mecs qui se font déchiqueter le corps à coups de mitrailleuse. À coups de 50. Et c'est quand même pas mal, parce que les balles de 50, effectivement, ça peut te dépecer un mec à 100 mètres. Et puis cette scène géniale où, pour montrer son affection vis-à-vis d'une femme, Stallone arrache la gorge d'un type sous ses yeux, et tu dis waouh, mec, c'est un petit peu beaucoup quand même. Elle allait se faire violer aussi. Hein, donc, voilà. Ah oui, elle était menacée, mais bon, quand même, arracher la gorge, voilà. Et donc, Sly, comme Clint, on en parlait tout à l'heure, ne fait jamais mieux que quand il filme en fait son propre corps et puis sa propre légende qu'il a contribué à créer avec ses scénarios et avec ses films. Donc Fleuret, vous aussi, vous êtes un Stallonien, on va dire, convaincu. Ultra convaincu, oui. Oui, alors moi j'ai fait le coquin parce que j'ai regardé donc tout revu. J'ai regardé Rocky. Ouais, j'ai pris le temps. Rocky versus Drago. Certains sujets ne supportent pas le tourisme. Après, je me suis maté Rocky 4 période 85 et après je me suis maté les deux en même temps sur 2 écrans séparés pour bien cerner. Bien fait ton boulet. Plus les making of. Plus les making of, bien entendu, pour bien cerner les différences. Alors moi, je suis pas convaincu à chaque fois des director's cut, des recuts, des redux, des machins, des trucs. Ça m'emmerde un petit peu. Globalement, mis à part peut-être pour le Blade Runner de Ridley Scott, mais pour ces 5 versions de Blade Runner. Mais généralement, ça me fait chier en fait. Et là, je trouve le film est bancal en fait dans sa philosophie, ce nouveau montage, parce que dans le sens où, comme tu le disais Thomas, Rocky 4 et vraiment à cette époque-là, donc Stallone c'était vraiment le roi du pétrole, et toute la vulgarité inhérente au personnage et de Rocky et de sa situation et du personnage de la personne finalement de Sylvester Stallone, elle est très bien en fait dans le contexte, et le Rocky 4 en ce sens-là était vraiment le sommet, un des sommets de la carrière de Stallone. Et refaire un autre montage, bon voilà, j'étais là, ça me fait chier en fait, parce qu'en fait le film était tellement bien dans son contexte que je vois pas pourquoi le retravailler. Et finalement, je me rends compte que, moi je suis totalement d'accord avec toi Thomas, c'est qu'en fait ce remontage-là, donc du coup, dédramatise le côté guerre froide, et est un film beaucoup moins guerre froidien, on peut dire ça comme ça. Justement, et beaucoup plus subtil, et correspond plus enlevé à ce que Stallone veut dire finalement, et ce qu'il a toujours voulu dire dans sa filmographie, c'est-à-dire que c'est un film qui est beaucoup plus intimiste. En effet, le personnage d'Adrian est beaucoup plus présent. C'est également un film qui est très tactile. C'est-à-dire que à ce niveau-là, Stallone... Tu veux dire que les gens se touchent? Les gens se touchent, les gens s'embrassent, et les gens prennent le temps de rester à se faire des câlins. C'est un film du monde d'avant, en fait, c'est ça. C'est un film du monde d'avant, et c'est un film finalement qui fait du bien. Et pour preuve en est, c'est que, pour pas trop spoiler le film, mais non, mais tout le monde l'a vu. Non, tout le monde l'a pas vu. Non, tout le monde l'a pas vu. La dernière, en fait, le dernier rapprochement entre Rocky et Drago,
qui n'était pas dans les versions Après le originales. combat. Après le combat est absolument saisissant. C'est peut-être le plus beau plan, le plus beau plan du film. Mais voilà, il a enlevé tout ce qui était guerre froide, l'intro avec les deux gants, Oui. là, l'espèce de carton là, Qui tout ça il a explose. viré. Et notamment, Drago reprend un peu plus de subtilité. Il n'a Ouais. pas forcément plus de dialogue, mais il a plus de présence. c'est il a plus surtout de un film sur regard. le doute en fait. Mm. C'est que même quand il a retravaillé donc toute la figure de Drago, il a laissé beaucoup plus de temps au regard de Dolph Lundgren de pénétrer les décors et du coup de pénétrer le spectateur. Il a également remonté la séquence d'intro où après le combat contre Mr. T, en fait, il revient sur les marches de Philadelphie pour se questionner. Donc ça c'est un très très Parce beau que ça moment. commence par un gros flashback de la fin du Oui, 3. voilà, oui, comme tous les Rocky, c'est le Rocky suivant commence avec le Rocky précédent. Et là, il insère un petit peu ce côté où il déambule dans la nuit et puis il va revoir un petit peu, il se rebalade un petit peu dans Philadelphie. Donc là, c'est très très beau en termes de doute également. Et puis il y a tout le combat final qu'il a entièrement remonté et le discours final qui est très intéressant parce que tout le contre-champ de ce discours-là, il change complètement de sens. C'est-à-dire que dans le film originel, on est sur des figures individualisées du public soviétique qui sont là en disant putain mais t'as trop raison, t'es trop le ricain, c'est trop Avec c'est les trop chefs bien, du parti qui c'est trop bien ce que l'applaudissent. tu dis, avec les chefs du parti qui l'applaudissent. Et là tu te rends compte vraiment de la supériorité américaine, voilà, le prototype du film Guerre froide. C'est Rocky Et qui a ici- gagné la guerre froide. Et ici, du coup, le contre-champ est totalement différent. On est beaucoup plus sur des plans de foule et la réaction des membres du parti est totalement différente. Et on assiste encore une fois, parce que là, à ce niveau-là, Stallone n'a délaissé aucun personnage à la solitude d'un autre personnage et ce qui peut lui arriver après. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Comment, d'un même matériau, il arrive à trouver un sens légèrement différent. Parce que ça reste quand même Stallone. Stallone a quand même son drapeau américain. Il faut pas le nier. Même l'arrêt sur image final est plus le même, hein. C'est pas Stallone en train de crier victoire avec le drapeau, mais c'est un plan de dos avec Stallone qui s'enfonce dans l'obscurité. Là, c'est absolument avec Adrian et son coach, donc c'est absolument magnifique à ce niveau-là. Donc il y a encore quand même une suprématie américaine, mais Puis t'as toujours les mêmes beaucoup plus montages, brumeuse, en fait. Sur Survivor, sur Burning the Heart. voilà, Mais il y a toujours le plus beau montage alterné de toute l'histoire du cinéma américain, hein. La séquence d'entraînement, quoi. Même si, putain, il squeeze, il a coupé ce plan absolument magnifique où il arrache la photo de Drago et on voit Stallone dans le miroir là, putain, c'est un plan qui est hyper badass et il l'a coupé, je suis dégoûté. Mais bon, voilà, c'est un film qui gagne en subtilité, qui gagne c'est un film beaucoup plus brumeux. Et du coup, c'est un film qui ne délaisse vraiment aucun personnage à ce niveau-là. Donc là, c'est un film Et qui c'est galvanisant quand même. c'est bien entendu, c'est galvanisant. Bien entendu, il y a des moments d'émotion. L'arrivée de Talia Shire en Sibérie, moi, quand ils se rencontrent, quand ils se retrouvent et qu'ils se font un câlin, qu'ils laissent durer le câlin, putain, c'est magnifique. Voilà, film beaucoup plus tactile et finalement film beaucoup plus humaniste qui correspond beaucoup plus à ce que Stallone a voulu dire, je me répète mais c'est vraiment ça, à ce que Stallone a voulu dire tout au long de sa filmographie, c'est qu'en fait derrière, c'est plus crépusculaire qu'en fait que voilà, l'original. derrière ce côté gros bourrin finalement il y a un petit cœur qui bat. Oh. Et ce petit cœur qui bat, ils veulent faire partager aux spectateurs, donc ça c'est assez salvateur. Du coup le film, ça qui est intéressant, c'est que le film n'efface pas le film de 85, ce montage-là, Ultimate Director's Cut, on appelle ça, bon bref, passons, n'efface pas le film de 85, mais ça fait un espèce de film miroir, mais dont il ne faut pas oublier la mise en contexte. Voilà, il faut ne jamais faire ça avec ces deux Rocky, parce que sinon on perdrait le sens en fait des deux films. C'est des films qui se rejoignent, c'est des films qui discutent entre eux, mais ce ne sont pas des films qui s'effacent, qui se remplacent. Pas du tout. Il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Non, ce sont deux trajectoires différentes. Il y en a un qu'il faut prendre dans l'état d'esprit 1985, Stallone Roi du pétrole, qui est un film bourrin, qui est un film binaire, mais qui est un film jouissif. Et puis il y a l'autre pendant qui est un film en effet beaucoup plus crépusculaire, beaucoup plus humaniste et un film beaucoup plus stallonien finalement de ce qu'il a voulu faire avec Rocky VI. Avec Rocky VI, par exemple. Ça serait une sorte d'entreprise réussie de comment s'appelle ce film, cette version de l'Exorciste qui a été réalisée à la fois par Paul Schrader et par l'Exorciste 4, le commencement, et par Renny Harlin. Ouais. Et c'est les mêmes images, mais c'est pas le même film en fait. Ouais. Et ça n'a rien à voir en termes de propos. Ah là, en termes de... Pour le coup, si on veut faire fonctionner la théorie des auteurs entre Renny Harlin et Paul Schrader, tu vois clairement que c'est le même scénar, c'est le même matériau, mais c'est
pas la même moulinette. Hein. Bah, t'as l'impression de voir en fait comment s'appelle ce Mario Bava qui avait été repompé en La Maison de l'Exorcisme. Ah oui, oui. Lisa et le Diable. Lisa et le Quand tu Diable. le regardes en version Lisa et le Diable, très bien, c'est un super film. Et quand tu regardes La Maison de l'Exorcisme, t'as le producteur qui a rajouté des scènes d'exorcisme parce qu'il fallait coller, au À la truc. mode. Voilà, et ça a un peu ce sentiment. Donc là, ça serait une version un peu réussie, quoi, justement, oui, quelque c'est part, ça. de versions alternatives en fait, Mhm. plutôt que de versions concurrentes, quoi. Le dernier La variabilité regard, du texte filmique. le dernier regard de Drago, et tu sens Sur la détresse. tu sens la détresse, tu sens l'histoire de, parce que voilà, D'un monde qui s'écroule. c'est un monde scientifique ultra moderne, aseptisé, Bête de guerre. soviétique, Ouais, puis bête il peut de pas se guerre. permettre l'échec en Ouais. plus. Bah oui, parce Qui- qu'il y a qui partie s'écroule. derrière. La partie derrière. Et tu Brigitte sens le Nielsen. doute, tu sens le questionnement de Lundgren. Lundgren, il a pas beaucoup de dialogue, hein, de toute façon, il le dit dans le making of, I must mais il a un vrai break regard you. par contre. Il a vraiment un vrai regard. Par contre, il a des punchlines de salopard. Je vais te briser. If Voilà, he If he dies, dies, he he dies. dies. C'est incroyable. Ça reste toujours fondamental accent hein, suédois dans de l'histoire du cinéma d'action américain. Mais voilà, beaucoup plus de détresse dans ce personnage-là. Et surtout, il y a une autre Pour finir, il y a- mon cher. pour finir, il y a une autre séquence qui va le rapprocher de Clint Eastwood, qui est hyper intéressante, qu'il n'a pas montré dans le premier montage. C'est que dans ce nouveau recut là, il y a toute la scène avec le comité américain de boxe. Oui. Qui ne valide pas le projet de combat entre Stallone et entre Rocky et Drago En Russie. à Moscou. Et dans le montage initial, il n'y a pas cette séquence-là. En gros, c'est les États-Unis, on va aller kicker les Soviétiques. Et ici, tu te rends compte finalement que c'est un choix personnel finalement qui irrigue la trajectoire de Rocky, cette volonté Et d'aller. c'est pas un choix patriotique. C'est pas un choix patriotique, c'est un choix vraiment émotionnel. Et là, ça rattrape la figure eastwoodienne dans le sens où l'institution américaine ne peut pas comprendre ce que c'est que ce qu'est la psyché et l'émotion d'un personnage américain. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une belle variation en fait, et c'est très intéressant. Voilà, un film en fait d'une immense richesse et avec une BO de Guedin, un montage alterné incroyable, comme je dis. There is no Hart, way out. J'ai un peu de Robert Tappert. super. Par contre, le basculement en noir et blanc, je suis moins fan. Voilà, le truc pas mal. Mais bon. Et puis il y a des petites variations, voilà, sur les combats, c'est magnifique, sur les inclinaisons de plan aussi qui sont absolument sympatoches. Ouais, je mettrai le lien sur le podcast, mais excellent making-of, très Oui. intéressant, qui dispose sur YouTube, sur la chaîne Officiel de Sly. Hein. Sylvester Stallone Cloud. C'est sa chaîne de fringues en fait. Voilà. C'est pas sa- Bon, par contre, il a mauvais goût en termes de fringues, hein, il a mauvais goût en termes de bijoux. C'est les années 80. C'est... Ouais. Oui, non, c'est vrai que par contre, c'est vrai que le reste, genre C'est un peu compliqué. des gros crayons avec des têtes de mort dessus. Mais tu en le vois relief, expliquer c'est ces notions de montage, pourquoi il avait casté Mr. T dans Rocky 3, enfin voilà, une manière de combat. pas... On va combat. voir aussi Rocky 3, c'est pas mal. hein. Ouais, mais tout, de toute façon, faut tout Oui, bon, on revoir. se fera une émission spéciale Rocky, un de ces quatre. Ok, quoi, pas hein. de problème. Faut revoir tout Stallone. Ouais, Et ce exactement. film-là, on veut vraiment, franchement, vaut le coup. Ça, c'est un bon titre d'article pour les cahiers du cinéma. Revoir Stallone. Revoir Stallone. Revoir Stallone. 4 minutes supplémentaires, hein, du coup 1h34 au lieu de 1h31. Mais Très bien, donc c'était Rocky versus Drago, disponible sur vos internets et sur Amazon. Si vous aimez payer, on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Tout Merde. le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande musique merde des extrêmement merdes. importante. Justine. Oui, c'est pour ne pas déroger à la règle encore un roman policier, un roman noir, cette fois-ci beaucoup plus récent. Je m'attaque à une frange de la littérature américaine bien plus récente. Je crois que le livre date de 2015. Oula. Et ça s'appelle Dark Town de Thomas Mullen. Et ça parle des premiers flics noirs à Atlanta. Donc c'est absolument formidable. Et du coup, comme j'en ai Ça ne fait pas de envie- facile. Ouais, c'est assez envie de éprouvant juger. comme J'imagine, lecture. C'est une j'imagine. petite brique. J'imagine. Ouais. Les pauvres gars, Ils étaient 8. Hein. ils leur Mm. chier. Ouais. Voilà. Donc non, mais c'est vraiment super. Et du coup, le deuxième coup de cœur, ça va être une émission de France Culture qui s'appelle Sans oser le demander, de Mathieu Garrigou-Lagrange. Et du coup, c'est une émission de culture générale. Et il y a notamment 2 épisodes, un sur la création de Dubaï et un autre sur la création de Los Angeles, qui sont formidables. Donc voilà. Merci, docteur. Alors moi, ce sera un documentaire que j'ai eu l'insigne honneur de présenter la semaine dernière. Pas tout ce que tu m'as dit. Si, c'est un documentaire. Ah non, c'est pas un documentaire. Non, non, je pensais à autre chose en même temps. Non. Ah bah je vais faire 2, tiens, du coup. Alors, du coup, il va y avoir un documentaire et une BD. Le documentaire, c'est Talking About Trees de Souhaib Ghasmelbari, film que moi j'avais loupé à sa sortie sur des vieux cinéastes soudanais, Oui. très eastwoodiens pour le coup, Moi aussi, j'ai loupé, mais physiquement. j'aurais bien aimé le voir. Et qui essaye de faire une projection publique dans un pays où le cinéma est interdit parce que les rassemblements sont interdits notamment. Voilà, donc c'est pas facile. Comme en France. Mais ils sont très drôles tous les 4. C'est des vieux pépés. Ils sont très
marrant et ils sont bien, et tu sens comment ce que c'est, comment dire, comment que la cinéphilie est une arme de combat, voilà, et voilà, ça me fait chaud au cœur. Et puis sinon, BD, donc toujours cinéma, ça sera la dernière BD de Riyad Satouf, le jeune acteur consacré L'aventure de Vincent Lacoste. Voilà, consacré à Vincent Lacoste et au tournage des Beaux Gosses, voilà, et donc étonné que les Beaux Gosses est à mon avis un des derniers grands films français, voilà, comiques en tout cas, à être sorti sur les écrans. J'étais très content de voir, surtout qu'il y a une histoire de regard justement. Il y a l'histoire racontée par Satouf et l'histoire racontée par Lacoste, et donc c'est assez intéressant, voilà, d'avoir cette espèce de point de vue croisé sur les débuts de ce très sympathique comédien. Carrément Floret. Histoire de regard encore, ça va être celui d'un frère sur son frère, du coup, avec Montre jamais ça à personne, donc la série documentaire de Clément Cotentin sur son frère, le Orelsan. Qui vient sortir un album. Oui, en effet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais un film, une série très touchante, une plongée dans l'industrie musicale, et voilà, et aussi une manière un petit peu de se regarder un petit peu dans le miroir quand on avait 20 ans et qu'on était dans un canapé à ne pas faire grand chose. Ça n'a pas changé, ça. Et donc moi, pour finir, ce sera 2 documentaires très très feel good movie, donc réalisés par Sébastien Junger et Tim Etherington, donc Restrepo et puis Korengal, qui parlent d'un poste pas avancé mais très reculé dans les montagnes de l'Afghanistan pendant la guerre d'Afghanistan, et donc où les mecs qui partent pendant 15 mois à tirer sur des gens qu'ils ne voient jamais, et donc c'est cette vie, c'est parmi les meilleures scènes de guerre des 15 dernières années au cinéma. C'est très drôle, c'est terrifiant, parce que c'est vraiment le prototype des bœufs américains avec des grosses mâchoires contre des armes de destruction dans les mains, et c'est absolument fascinant. Donc voilà, Restrepo et Korengal. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de plein de choses, probablement. Merci à Valentin à la technique. Merci messieurs, merci madame. Prochaine émission, prochaine édition. Ah, ciao, bonsoir et vive Clint Eastwood. Salut.